Bon, on n'a pas eu une course aussi chiante que ce qu'on aurait pu avoir. Heureusement, il y a eu la pluie qui nous a tenus en haleine. Bon, elle est jamais arrivée, mais ça c'est un classique. Mais ça nous a tenus en haleine quand même pendant tout le Grand Prix, ce qui nous a empêché de roupiller bien comme il fallait, parce que là, clairement, on partait pour se réveiller le lundi matin. Et pour ceux qui sont en vacances, c'est pas un problème. Mais pour ceux qui sont pas en vacances, oh, bah, c'est pas un problème non plus. Tu me diras, on ira juste taffer le lundi matin. Ça aurait pu être pas mal aussi, tu vois. On aurait fait une bonne nuit, quoi. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 réactions sur le Grand Prix d'Espagne 2020. C'est parti. Bon alors forcément, la première réaction, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin, non pas de la course, mais du classement, puisque c'est Charles Leclerc qui a été le seul abandon sur ce Grand Prix d'Espagne 2020. Malheureusement, problème électrique sur sa voiture, le moteur qui a coupé d'un coup dans la dernière chicane, à peu près en mi-course. Coupure électrique, donc le volant s'éteint, le moteur s'éteint, je fais bah non. Non frérot, je m'arrête, j'en ai marre, je stoppe. Ça m'a saoulé. Donc le moteur s'éteint, ça bloque les roues arrière, le tête à queue, c'est comme si tu mettais un coup de frein à main un peu Tokyo Drift, tu vois. Il se retrouve là et puis il fait les gars, le moteur a coupé, qu'est-ce que je fais? Le moteur se rallume, voilà, le truc électrique se rallume. On lui dit si tu peux repartir, rallume la voiture, vas-y, repars et puis on va voir ce que ça donne. Bon, là-dessus, Charles Leclerc rallume en effet sa voiture. Alors, parce que maintenant, avant on pouvait pas, hein. C'est-à-dire si tu calais à un moment donné en plein milieu de la piste, on pouvait pas rallumer la voiture depuis le cockpit. Fallait quelqu'un intervienne derrière, mettre, tu sais, comme les grosses manivelles à l'ancienne dans les années 20. Fallait mettre à peu près la même chose, fallait mettre un démarreur. Maintenant, avec les batteries et le MGU-K, MGU-H, là tout ça, évidemment, bon, vous avez une vidéo là qui s'affiche. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ces moteurs, eh bien, on peut rallumer la voiture. Voilà, on peut la rallumer si on a envie avec le système électrique de la voiture. Donc bon, il rallume la voiture, sauf que dans cette manip, et là je sais pas s'il l'a fait exprès ou s'il a pas fait exprès, mais en fait il se désangle. Alors je sais pas s'il s'est désanglé avant avec l'adrénaline, le souffle coupé, je viens de faire un tête à queue, le moteur s'est coupé, etc. Je sais pas si dans le rush de dire est-ce qu'il faut que j'allume la voiture, oui, non. Je sais pas si il s'est désanglé parce qu'il pensait qu'il allait abandonner et sortir de la voiture, ou s'il s'est désanglé en faisant une fausse manip en allant chercher le démarreur de la voiture. Ça, seul lui le saura, évidemment. Il repart. Malheureusement, il fait 2 tours entiers sans les sangles, et ça, c'est problématique. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment ils sont sanglés, c'est pas juste 2 sangles que t'as sur le dos. T'en as donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est ce qu'on appelle un harnais 6 points, et au milieu tu as une boucle qui te permet de tout attacher, et après tu serres les sangles évidemment pour que tu fasses un avec la voiture et que tu puisses ressentir la moindre parcelle, j'allais dire, de carbone de ta voiture. Bref, donc du coup Charles entame un 2e tour sans ceinture, ce qui est un peu dérangeant, surtout sur les phases de freinage, parce que du coup il bouge, ce qui est aussi relativement dangereux. S'il se prend un carton, bon, tu me diras, ils sont quand même vachement dans un cockpit et tout, donc il peut valdinguer à l'intérieur du cockpit et se faire mal, mais en soi il est pas non plus en danger de mort, mais ça fait quand même super moyen pour la FIA de se dire il a fait 2 tours sans ceinture. Aïe aïe aïe. Est-ce que la FIA va le sanctionner? Je dirais que en vrai oui, il faudrait le sanctionner malheureusement, parce que c'est pas bien, faut tout de suite s'arrêter si jamais t'as ça, c'est une question de sécurité avant tout. Mais j'ai pas envie de sanctionner Charles, les potes, merde. Alors dans la grande ligne droite de départ arrivé, il dit à son ingénieur par contre frérot, quand j'arrive au stand, prépare-moi une nouvelle boucle, que vous puissiez me réharnacher, on va dire, et puis que je reparte et qu'on voit ce qu'on peut faire. Il arrive dans les stands, la boucle n'est pas prête, évidemment. Et puis il fait gros, je t'avais demandé d'amener une 2e boucle, ça sert à rien d'essayer de m'arnacher. Le truc est parti, je sais pas où est-ce qu'il est, il est parti. Et là tu fais bon, bref, donc du coup il abandonne, voilà, exactement. Et puis ça me permet d'enchaîner un petit peu sur Sébastien Vettel, puisqu'on va parler du muret des stands de chez Ferrari qui est particulier. Bon alors forcément on enchaîne avec Sébastien Vettel, qui désormais ne fait pas que pilote, il fait mécano, comme on a vu la semaine dernière à Silverstone, puisqu'il allait chercher, il se dit mais la pédale elle est pas bien, donc du coup faut que j'aille chercher un truc dedans, je sais pas quoi, il faisait les réglages lui-même. Maintenant c'est lui qui fait la stratégie en course, oui bien sûr, puisque son ingénieur lui pose les questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait comme stratégie. Frérot, il y a des plans A, B, C, t'es pas, vous êtes pas prêts les gars, qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez quoi, je suis même plus énervé, je suis fasciné. C'est même plus une question d'énervement, de dégoût, de rigoler nerveusement. Non, là, je suis fasciné maintenant. Je suis fasciné entre la boucle de Charles qui est pas prête, Vettel qui dit la semaine dernière, les gars, je vous avais dit, on allait de pas se retrouver dans cette situation ce matin, c'est exactement là où on est. Et là maintenant, c'est Vettel qui fait la stratégie en disant, fallait me dire 3 tours plus tôt là, de pas attaquer et de dire qu'il fallait garder ses pneus jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur le muret des stands Ferrari? Qu'est-ce qu'ils foutent?
Mais j'aimerais être, tu sais, une petite mouche qui se balade et qui fait tout un Grand Prix avec eux, juste pour comprendre. Je suis même pas énervé, je veux comprendre. Je suis dans la compréhension la plus totale. C'est comme si tu voyais des ovnis et tout, et tu fais, attends, c'est vraiment des aliens, c'est pas des aliens. Et là, c'est la même chose. Bon, c'est l'impro totale, évidemment, sur le muret des stands Ferrari. Combien de temps ça va encore durer? Je pense qu'on ne saura jamais, on n'aura jamais fini d'être surpris, à mon avis, là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qui est peut-être très malheureux, c'est que sur ce début de course des Ferrari, les Ferrari étaient en bataille bien à la régulière avec les Alpha Tauri, et c'était pas facile. On a vu Charles Leclerc et Pierre Gasly se donner des petites batailles entre eux. On a vu que Fiat et Vettel, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Deuxième réaction, Lance Stroll et son catapultage depuis la 5e place pour tourner en 3e position au premier virage. Un départ, comme à son habitude finalement, magnifique. Alors oui, on l'a dit souvent, Lance Stroll sait prendre des super départs. Et à chaque fois on dit ouais mais c'est facile, machin, il part tout le temps dernier et tout. Bah là il est parti 5e, il t'a mis un intérieur un peu ballsy quand même, faut le reconnaître. Un bel intérieur sur Bottas et Verstappen qui prend bien par l'extérieur et qui du coup lui vire en 2e position. Mais fallait aller chercher Valtteri Bottas qui, encore une fois, se faisait submerger de tous les côtés. Il regardait dans les rétros, il dit qu'est-ce qui se passe? La Racing Point vient faire le frein. Très beau départ de Lance Stroll, très belle course de la part des Racing Point et de Lance Stroll et surtout de Sergio Pérez qui revient du Covid-19 quand même, faut le souligner. La gestion de course, la gestion des pneus. Tout allait bien. Enfin, des Racing Point, là où on les attend, et puis elles étaient bien devant les McLaren, les Renault, etc. et les Ferrari, ce qui prouve que sur certains circuits, la Racing Point quand même fonctionne très bien, contrairement à ce que ça nous a donné à Silverstone, où là on se disait la Racing Point c'est pas si bien que ça. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Après un petit moment de mou à Silverstone, là ça a regagné un petit peu de puissance. Est-ce que ça va continuer sur cette lancée pour la Belgique, Monza et Mugello, qui est le prochain triple header dans 2 semaines? Seul le temps nous le dira, mais belle prestation de Sergio Pérez quand même. Pérez qui prend à 5 secondes de pénalité pour avoir ignoré des drapeaux bleus. Je ne comprends pas. Alors, encore une fois, j'ai pas vu toutes les images. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais apparemment, il aurait bloqué Lewis Hamilton, sauf que il le laisse passer dans la ligne droite. Il y a rien de très grave, mais il prend quand même 5 secondes. Alors, à part s'il l'a bloqué sur tout un tour, là, je peux comprendre. Mais l'image qu'on nous a montrée à la télé, c'était il s'est pas écarté de la trage, il a ralenti et Hamilton a dû le dépasser. S'il prend 5 secondes comme ça, c'est super cher payé. Franchement, là, j'avoue que je comprends pas. Bon, et puis alors, je termine sur Valtteri Bottas, là, parce qu'il va falloir qu'il se réveille, le garçon, sur les départs. Et il n'y a pas que là-dessus qu'il va falloir qu'il se réveille, comme d'habitude. Déjà que la semaine dernière, je lui ai mis un petit tarif, on va dire, sur son pilotage. Là, le mauvais départ lui coûte très très cher. Et je pense même que du coup, le fait de prendre un peu de retard sur Verstappen, avec le fait qu'il soit fait dépasser par Lance Stroll, ça lui a joué des tours peut-être sur la stratégie et sur le fait qu'il aurait pu être un peu plus menaçant sur Verstappen. Finalement, c'est Verstappen qui va essayer de donner du fil à retordre à Lewis Hamilton. Vraiment? Alors que Bottas a le même matériel que Hamilton? Verstappen fait mieux avec un moins bon matos? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, toutes les 3 premiers, ils sont relous. C'est tout le temps les mêmes. Il faut regarder ailleurs. Faut regarder un peu plus bas. Là, t'as de la bataille, t'as du midfield. Enfin, bref, c'est sympa. Mais alors, tout en haut, on se fait chier, frère. Oh là là. 3e réaction, forcément, on va remercier 2 pilotes. Eh oui, 2 pilotes qui nous ont tenus en haleine pendant, j'allais pas dire toute la course, mais qui nous ont animé la course. Eh bien, ces 2 pilotes, c'est Alex Albon et Esteban Ocon, qui nous ont fait des beaux dépassements, des intérieurs, des extérieurs, bref. On a eu de la belle bataille et ça franchement ça fait plaisir, donc fallait le souligner. Mais malheureusement les 2 pilotes n'ont pas été récompensés à la hauteur du pilotage qu'ils nous ont proposé ce dimanche, parce que tout simplement Ocon finit hors des points malgré quelques beaux dépassements, une belle gestion de course mine de rien, mais le rythme de la voiture était pas là. Ça fait un peu mauvais genre, surtout qu'il y a les patrons là, le nouveau patron de Renault et le patron de l'écurie Renault qui avait fait le déplacement, et là tu te dis les 2 bagnoles ne rentrent pas dans le top 10 et ne marquent pas de points. C'est un peu dommage parce que c'est la première fois de la saison où au moins une Renault n'est pas dans les points. Donc du coup tu fais Cyril, est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Donc c'est vraiment très dur pour Esteban Ocon qui a proposé un beau pilotage. Malheureusement, on a l'impression que cette Renault à Barcelone a fait un espèce de petit step back en termes de performance et de rythme. Ils n'ont pas réussi à trouver les petites choses, etc. Alors qu'on sait qu'ils sont pas loin de trouver justement, j'allais dire de sublimer la voiture. Peut-être pas, mais ils étaient sur la bonne voie jusqu'à présent. Il y avait une vraie progression et là, t'as l'impression qu'il y a un petit step back. Donc faut le corriger tout de suite. Faut pas se prendre la tête. Faut analyser. Voilà, faut se dire, ok, on n'est peut-être pas allé dans la bonne direction. Maintenant, faut qu'on se remette dans le droit chemin pour la Belgique, pour Monza et pour le Mugello pour attaquer le
prochain triple header de la meilleure des manières et essayer d'aller chercher des gros points parce qu'il commence à se faire distancer au classement des constructeurs pour cette fameuse 3e place que se disputent Ferrari, Racing Point et McLaren. Si Renault pouvait se joindre à la bagarre, ce serait au top. Bon, Albon, une fois n'est pas coutume, a servi de cobaye pour Verstappen puisqu'on le fait arrêter très tôt vu qu'il est un peu dans le trafic. On le fait arrêter très tôt pour qu'il ressorte peut-être un peu en dehors du trafic et qu'il attaque un peu avec les pneus hard. Et justement, on s'est rendu compte que les pneus hard fonctionnaient pas si bien que ça, donc du coup, on voulait le faire un one stop et finalement il s'est retrouvé à faire un 2 stop. C'est dommage, il a pas été récompensé pour son beau pilotage encore une fois, il a fait une belle remontada et puis après il a commencé à un peu buter sur certaines voitures parce qu'avec les pneus hard contre des médiums, finalement ça marchait pas aussi bien que ça. Donc finalement la stratégie était pas inintéressante, il a pas réussi à remonter tout le monde. C'est bien de voir Albon faire des remontadas, ça met du piquant, ça met du spectacle, on aime voir les beaux dépassements d'Alexander Albon qui est un très bon pilote. Il y a un problème, c'est qu'il finit à au moins un tour de son coéquipier Max Verstappen, qu'il n'est pas le meilleur des autres. Vous mettez Hamilton, Bottas et Verstappen, et là normalement on est censé avoir Alexander Albon 4e. Sauf que là c'est pas le cas, il a été assez loin des Racing Point. Donc tu te dis, Albon il va pas pouvoir continuer à faire toute sa vie que des remontadas en faisant des qualifications où ça s'est amélioré d'ailleurs puisqu'il est parti P8, il était seulement à 3-4 dixièmes je crois de Verstappen, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Et du coup il va pas faire des remontées à chaque course pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière, c'est pas possible. Va falloir à un moment donné qu'il step up vraiment en qualif et qu'il se mette pas, j'allais dire, dans le beau drap certes pour faire des beaux dépassements et tout, mais à un moment donné il va falloir scorer parce que s'ils sont pour l'instant très safe pour la 2e place des constructeurs avec Red Bull, à un moment donné il va falloir peut-être essayer, on a envie quand même d'aller titiller les Mercedes et ce serait bien qu'il y en ait une deuxième Red Bull qui vienne un peu titiller Hamilton et Bottas pour essayer de jouer le jeu des stratégies et essayer de faire plier les Mercedes parce que Verstappen n'y arrivera peut-être pas tout seul à essayer de faire plier les Mercedes à chaque Grand Prix. 4e réaction, les différentes stratégies. Alors là, c'est une réaction avec laquelle je vais vous poser une question qui est assez simple. Mais d'abord, je voulais juste revenir sur les stratégies. Alors oui, à Barcelone, c'est rarement une course de bataille en piste de ouf. C'est toujours une course plutôt de stratégie parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est difficile de dépasser à Barcelone. Et vu la température de la piste, je vous avoue que j'étais ultra sceptique sur ce qu'annonçait Pirelli en termes de fenêtres d'utilisation des pneumatiques, notamment sur le nombre de tours qu'un pneumatique pouvait faire. Les softs devaient faire entre 15 et 25 tours. J'ai fait, mais jamais de la vie! Mais jamais de la vie, les pneus avec 50 degrés sur la piste. Il y a eu des cloques à Silverstone, frérot. D'où tu me dis que le soft, il va faire 15 tours. Non. Alors, il s'avère que si, voilà, mais à culpa. Il s'avère que si on peut faire 15 tours avec les pneus soft à Barcelone, avec une chaleur de fou furieux, mais 15 tours à 10 secondes des temps de qualification et donc du plein potentiel d'une Formule 1. Et là, tu te dis, alors si j'ai envie de regarder le World Endurance Championship, le championnat du monde d'endurance, je regarde le championnat d'endurance. Je suis pour la F1, généralement j'ai envie que ça aille un peu vite quoi. Mais là les gars, ils font du lift and coast, ils freinent tranquillement, le coude sur la portière. Alors c'est de la gestion de pneumatiques, ça peut être intéressant une fois de temps en temps, mais là t'as 10 secondes des temps. Non, tu vas pas claquer un 1.15 le samedi après-midi pour taper des 1.25 réguliers tranquilles avec 50 degrés sur la piste. Non. Alors moi en tout cas c'est pas ça que j'ai envie de voir. Pour la petite info, Sébastien Vettel a fait 36 tours sur les softs mourants, donc bravo. Bon alors finalement on a réussi déjà par 2 fois à faire 2 arrêts au stand aux écuries. Il y a que Ocon, Ricciardo, Vettel et Magnussen qui sont les seuls à avoir tenté un seul arrêt au stand. Du coup question mesdames et messieurs, avez-vous plus apprécié la course avec 2 arrêts plutôt que les courses avec un seul arrêt comme ça a été le cas en début de saison? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est un vrai sujet où on se dit en fait c'est mieux d'avoir des courses à 2 arrêts, il y a un peu plus de stratégie donc un peu plus d'inconnus, mais en même temps sur certaines courses à 1 arrêt il y a peut-être un peu plus de bataille en piste. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon alors, pour donner rapidement mon avis là-dessus, honnêtement, les stratégies, c'est pas ce qui me fascine le plus dans une course de Formule 1. En revanche, si la stratégie fait que ça nous tient en haleine jusqu'au dernier tour de la course, que d'ailleurs ce soit pour le midfield ou la tête de la course, si c'est la tête de la course, c'est encore mieux. Mais si les stratégies, qu'elles soient 2, 3, 4, 15 arrêts, je sais pas quoi, si ça nous tient en haleine jusqu'à la fin et qu'on sait pas qui peut gagner ou qui peut dépasser qui, je suis pour. Mais si on fait 2 arrêts pour finalement se dire en fait c'est juste qu'ils chantent les gommes mais ça change rien dans l'ordre et que ça donne pas trop de batailles rapprochées,
Ah, tu comprends, là, c'est un petit peu dommage. Cinquième et dernière réaction, on va parler de comique. Alors, si on a des clowns habillés en rouge sur un muret des stands, on a un véritable comique qui sévit depuis à peu près 5 ans, on va dire. Il s'appelle Toto Wolff. Je cite, « La voiture la plus rapide sera derrière nous avec Verstappen ». Ça, c'était après la qualif, avant la course, du coup, hein, c'était le samedi soir. La voiture la plus rapide sera derrière nous avec Verstappen. La Red Bull sera plus rapide que les Mercedes. Ok. Bah non. Bah non. Moi, je veux bien, hein, mais non. Non, bah non. Non. Bah non. Ça ne fonctionne pas comme ça, Toto. Non. Alors les Mercedes dominent, hein. Hamilton est toujours autant impérial sur les dimanches, c'est absolument incroyable encore une fois. Sur le premier relais, il a très bien géré ses pneus tranquillement, Verstappen il l'a gardé à 2 secondes d'écart, etc. Bottas arrivait quand même un peu à revenir mais c'était compliqué donc Verstappen a dû hausser le rythme. Et après Hamilton a haussé son rythme et puis a laissé Verstappen sur place puisqu'à la fin je crois qu'il avait 20 secondes d'avance peut-être sur Verstappen. Donc encore une fois, les Mercedes se sont montrés impériales, c'était les plus rapides, c'est ceux qui ont mieux géré la stratégie, peut-être pas pour Bottas. Mais en tout cas, c'était les plus rapides. Alors finalement, oui, il y a quand même une petite menace, on va pas se le cacher, puisque Bottas finit 3e, Verstappen 2e. Bottas s'est mis dans le beau drap tout seul, encore une fois, puisqu'il n'a pas pris un bon départ. Mais derrière, faut dire que Mercedes s'est un peu foiré sur la stratégie de Bottas, puisque je crois qu'ils lui ont passé les softs, justement pour essayer de revenir sur Verstappen dans son dernier relais. Sauf que les softs n'ont absolument pas fonctionné, ni Verstappen ni Hamilton ne voulaient mettre les softs. Bottas, on lui a mis les softs, on a tenté le pari et finalement ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, Toto Wolff a dit ouais, si on avait mis les médiums en dernier relais pour Valtteri Bottas, eh bien peut-être qu'il aurait eu une chance de se battre avec Verstappen, le doubler, ça on sait pas, on saura jamais, mais c'est vrai que finalement avec la stratégie, ils ont quelque part un peu privé Valtteri Bottas de pouvoir se batailler et peut-être récupérer cette 2e place. Donc oui, ça peut être un échec et effectivement, Verstappen était une menace et du coup il a pris la 2e place à Valtteri Bottas. Bon. Là, à dire que c'est eux qui ont la voiture la plus rapide, faut pas non plus abuser, Toto. Toto, calme-toi. Mais reconnaissez quand même que Toto Wolff arrête pas de dire depuis 5 ans qu'ils n'ont jamais la meilleure voiture. Alors c'est peut-être une façon aussi de motiver son équipe et de toujours repousser les limites, ce qui fait qu'ils sont les meilleurs. Et c'est peut-être comme ça qu'ils y arrivent, mais ça fait 5 ans quand même que dit oh non on n'a pas la meilleure voiture, je vous jure on est pas loin de craquer machin. Et c'est peut-être bien pour ça qu'ils sont toujours aussi forts. Bon allez, petit bonus très rapidement, on va parler de Formule 2 et de Sean Gelael qui s'est fracturé une vertèbre sur la course feature race, sur la course longue donc de Formule 2. Apparemment il aurait décollé sur un vibreur et en réatterrissant c'est là où il serait fait mal. Il a été transporté à l'hôpital, on a eu vraiment peur parce que se péter une vertèbre, si la moelle épinière elle est touchée et tout, enfin bref c'est la catastrophe. Tout va bien, je vous rassure, apparemment tout va bien, il n'a pas disputé la sprint race, mais il va retrouver tout son usage, etc. Il a besoin de rééducation, de se remettre bien comme il faut. Est-ce qu'il sera là en Belgique? Je ne sais pas, mais en tout cas tout va bien. Encore une fois, si on a beau aimer ou ne pas aimer le pilote, tant que l'être humain va bien, c'est ça qui compte. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast Five. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions sur ce Grand Prix d'Espagne dans les commentaires. Évidemment, on se retrouve, nous, d'ici 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Belgique, pour ce magnifique Fast Five qu'on fera sur le toboggan des Ardennes. En attendant, hydratez-vous comme d'habitude, mais surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao. Yeah.